Le gouvernement, cette semaine, a pris 3 décisions stratégiques concernant le transport. Une planification des trains de Kiryat Shmona jusqu'à Eilat, du nord au sud. Deuxièmement, réforme de tarification des transports en commun. Et enfin, baisse de l'impôt sur l'essence, ce qui va permettre à l'essence de ne pas augmenter en août. Nous sommes aujourd'hui avec Daniel Guggenheim pour parler des chroniques économiques. Daniel, bonjour, bienvenue. Bonjour. On va parler d'une décision importante qui a été prise cette semaine. Il s'agit de relier le nord au sud d'Israël. C'est un projet très attendu depuis très longtemps. On en est où exactement ? Oui, tout à fait. Une grande partie de la réunion hebdomadaire du gouvernement a été consacrée à ce sujet-là. Il s'agit d'une idée, d'un projet très long de Netanyahou qu'il voulait lancer, qui est de relier, comme vous l'avez dit, le nord au sud d'Israël, Kiryat Shmona à Eilat. Par le train ? Par train. D'accord. Par train à grande vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la base de ce projet-là ? Israël est un pays dont sa population va beaucoup augmenter. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de répartition de la population normale sur le territoire. Il y a des grands endroits en Israël où il n'y a pas tellement de gens. Bien sûr, les gens pensent à la Rava, au sud d'Israël, pas loin de Eilat, ou bien dans le nord, dans la Galilée, il y a des endroits qui ne sont pas tellement habités. Pourquoi ? En grande partie parce que les gens veulent habiter à côté de l'endroit où il y a du travail, ou à côté de l'endroit où on peut trouver des hôpitaux. Et donc, ils ne sont pas bien répartis sur le territoire. Ce qui fait d'ailleurs une crise du logement importante dont on en parle souvent ici, et que les prix de l'immobilier sont souvent très, très importants. Et donc, à partir du moment où on offrira à la population israélienne la possibilité d'aller du nord au sud en très peu de temps, ça va changer tout. Et effectivement, d'ailleurs, j'ai vu, il y a des économistes et des écologistes qui disent ça va coûter cher, ça va abîmer le paysage. Ça m'a rappelé comme Netanyahou voulait à l'époque sortir le gaz du sol, combien on a entendu de critiques qui avaient été faites à ce niveau-là. Et je pense d'ailleurs, encore une fois, que le ministère des Finances regarde uniquement à la dépense. Et les écologistes, d'ailleurs, ils regardent aux problèmes que ça pourrait faire par rapport au paysage, mais il faut réfléchir que maintenant, lorsqu'il y a les voitures, ça fait de la pollution. Bien sûr. Et donc c'est un projet très important, mais est-ce qu'on a le financement ? Parce que ça doit coûter très très cher. Tout à fait. On parle au moins 100 milliards de shekels. Comme on le sait, quand un projet commence à 100 milliards, moi j'ai vu des estimations à 150 milliards, ouais. Et il y en a qui sont encore plus pessimistes sur le coût de toute cette infrastructure. Maintenant, en plus de ça, c'est qu'il est prévu non seulement de faire des trains pour les passagers, d'ailleurs, comme on dit, en grande vitesse, qui ira jusqu'à 250 km, mais également de marchandises. Et là, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que ce train qui de marchandises, en vérité, on veut qu'il, de Eilat, il soit ouvert aux pays que nous connaissons comme l'Arabie Saoudite ou des pays de ce... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prolonger la ligne d'Eilat à d'autres pays ? Tout à fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et qu'en fait, on pense même, sûrement nos auditeurs ont entendu parler de ça, que l'Arabie Saoudite se rapproche peut-être d'Israël. Il y a une certaine normalisation économique qui se fait. Je vous disais en antenne que même cette semaine, on a annoncé que c'est une société israélienne qui va en Arabie Saoudite faire les panneaux solaires. C'est pour vous dire qu'on avance à quelque chose. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Arabie Saoudite est intéressée par cette ligne de chemin de fer et souhaite financer aussi ? On en parle beaucoup parce que ça lui permettrait de faire passer beaucoup de marchandises. Et maintenant, ça n'est possible que par le bateau et par le canal de Suez. Et donc, c'est ça qui est envisagé. Et ça mettrait, bien entendu, comme c'était au temps public, Israël à la stratégie au coin. Incroyable. Incroyable. Et c'est ce qui doit se passer jusqu'à l'année 2040. Bon, en 2040, on a le temps, mais le projet n'est pas encore sorti de terre. Début des travaux, on a une idée à peu près. Quand est-ce que ça va commencer ? Pour l'instant, ce qui a été fait, c'est des centaines de millions de shekels qui ont été débloqués
pour pouvoir faire la planification. La ministère des Transports avait dit, moi, je ne fais pas avancer la loi sur le métro, ou l'argent pour avoir le métro, tant que je ne suis pas sûr que ce projet qui est sur la périphérique va aller. Et donc, ça a été accepté, sa demande. Voilà, donc la planification, début de travaux, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est dans les starting blocks et moi, je trouve ça plutôt extraordinaire, personnellement. Bon, alors on continue avec les transports. Un sujet qui nous touche, c'est les transports en commun. Alors, on s'y perd un peu parce que les transports en commun ont augmenté, puis finalement, on nous annonce qu'ils baissent. On en est où, Daniel ? Tout à fait. Moi-même, j'ai été surpris et troublé de ce qui s'est passé jusqu'à la dernière minute. Et même après la dernière minute, les tarifs de transport en commun devaient augmenter de 12%. C'est un héritage de l'ancien gouvernement et c'était quelque chose qui devait se faire. Maintenant, finalement, le ministère des Transports et de l'Économie se sont mis d'accord sur la chose suivante. On va d'abord donner rétroactivement, il faut le savoir, parce que des gens qui ont des RAV-CAV ont peut-être voir que ça coûtait déjà plus cher. Les quelques jours c'est arrivé, vont être remboursés de cela. Dans beaucoup d'endroits, il va y avoir même une baisse de 50% des prix des transports publics. Il s'agit des endroits qui sont périphériques, beaucoup de villes orthodoxes et également des villes socio-économiques où c'est compliqué, qui sont considérées comme problématiques à ce niveau-là. Également, au niveau de la population, il y a des gens, comme par exemple, qui sont reconnus comme invalides ou ayant droit au Kitzbord-Biturlaum, c'est-à-dire à des pensions des assurances sociales, vont bénéficier de 33% de réduction. Et également, les soldats qui sont terminés l'armée, un an après qu'ils ont terminé l'armée, auront le droit gratuitement de prendre le bus, tout ce qui est transport en commun. Et donc, c'est déjà maintenant, ça a été mis en place. Et maintenant, le revers de la médaille, et ceux qui ne sont pas contents, c'est les gens qui habitent à Tel Aviv. D'ailleurs, quand on dit finalement, en hébreu, sauf, le tram devrait être 18 août, je crois. Et ça va coûter, au lieu de 5,5 comme prévu, ça va coûter 8 shekels. D'ailleurs, j'ai entendu que c'est pas une réussite pour ce qui va se passer au tramway, parce que on mettra autant de temps pour aller de Petah Tikva jusqu'à Bat Yam, parce qu'ils sont apparemment pas rangés au niveau des feux. Il y aura plus de gens apparemment dans les tramways, peut-être ça aidera, mais je suis pas sûr finalement que c'est ce que les gens de Tel Aviv attendaient. Donc ça va être augmenté pour Tel Aviv, donc ils sont pas très contents, mais bon, voilà, c'est la vie. Après tout, c'est quand même eux qui payent très peu cher l'Arnona par rapport aux habitants de Jérusalem. Donc bon, voilà, on trouve une certaine parfois équité comme on peut. Alors ça, c'est pour les transports en commun, donc ok. Maintenant, l'essence. Au niveau de l'essence, on a parlé d'une augmentation. Alors est-ce que oui ou non, est-ce qu'elle va être jugulée ou pas ? Alors, l'essence devait effectivement augmenter de façon assez importante et finalement, le ministère du Finance a décidé de baisser les impôts sur l'essence et donc l'essence n'augmentera que de 1 agoura au 1er août. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent leur voiture. Smotrich a pris cette décision parce qu'il sait que tout ce qui est à essence, c'est aussi quelque chose qui fait monter l'inflation, parce qu'à partir du moment où ça coûte plus cher de se promener en voiture ou en marchandises ou dans les camions, alors les denrées sont obligées d'augmenter les prix. Et donc, ça s'appelle les choses qui font augmenter l'inflation de façon très importante. Donc, il a essayé de ne pas trop augmenter. Voilà. Ouais. Et justement, pas trop augmenter en baissant les impôts massivement sur l'essence. Ok, bon alors ça, on va dire qu'on a fait le tour au niveau des transports et de l'essence. Maintenant, il y a une nouvelle, décidément, ils ont fait plein de choses cette semaine. Il y a un encouragement fiscal pour les investisseurs des startups. Donc ceux qui vont en gros investir dans les startups paieront sûrement moins d'impôts. Est-ce que c'est une conséquence à tout ce qu'on a entendu dans l'actualité par rapport à la fuite des capitaux ou la fuite des investisseurs, ceux qui étaient un peu frileux en raison de la réforme judiciaire d'investir en Israël? Est-ce que c'est un peu la réponse du gouvernement à toute cette agitation qu'on a connue ces derniers mois? En partie, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Okay. Et qu'en fait, c'était déjà une loi qui avait été voulue par l'ancienne majorité, notamment par celle qui était la ministre de la Recherche,
Farkas Cohen. Orit Farkas Cohen. Tout à fait. Et qui avait donc poussé énormément cette loi, et d'ailleurs qui a été votée définitivement et à l'unanimité. Cette loi-là, elle existe d'ailleurs en partie jusqu'en 2019, mais elle avait été abolie, et maintenant, elle est refaite jusqu'à en tout cas 2020. Alors, ça va permettre à quoi exactement? Qu'est-ce que les investisseurs dans ces startups vont gagner? Alors, d'abord, le titre, c'est que ça met Israël, comme vous l'avez un peu dit, parmi les pays qui aident le plus les entreprises de technologie. Maintenant, la loi se concentre d'abord sur les startups, comme vous l'avez dit, et surtout les startups qui démarrent. On sait dans ce métier-là que les startups, lorsqu'elles démarrent, c'est là où il y a le plus d'échecs. Bien sûr, c'est très difficile. C'est là où c'est très risqué. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui a décidé cette loi-là? Elle a dit la chose suivante. Quelqu'un qui est même un particulier, qui investit dans une start-up à ce niveau-là du départ, ce qu'on appelle dans le jargon pre-seed, c'est vraiment les débuts, alors il pourra, tout l'argent qu'il aura investi dedans, il aura des impôts, ce qu'on appelle en Israël zikouï mas. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est que les impôts lui rendent. Il y a nikoui, ça enlève du revenu, et il y a zikouï, c'est qu'on te rend. Tu amènes une facture, une preuve, j'ai investi 100 000 shekels, ou peu importe, 1 million de shekels dans cette boîte-là, qui est une start-up, je veux que les impôts me rendent cet argent que j'ai investi. Donc ils rendent 1 million de shekels. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Jusqu'à maintenant, il fallait un certificat de l'autorité de la recherche, de l'innovation, en disant c'est une start-up qui existe et moi je considère que c'est qu'elle a des chances de réussir. Il n'y aura pas besoin de ce certificat. Alors n'importe quelle start-up. Oui. Et d'ailleurs, on a les impôts. C'était pour cette loi-là de toute façon, mais disons les économistes disent il pourra y avoir des abus parce que n'importe qui pourra faire dire voilà j'ai cette start-up. Enfin, il faut montrer qu'il y a quelque chose, mais en tout cas, il facilite les choses. Facilite les choses. Le deuxième point qui va aider, c'est lorsqu'il y a exit, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a investi et c'est une start-up qui a réussi. Et en Israël, grâce à Dieu, il y en a beaucoup et ça fait beaucoup de ce qu'on appelle des plus-values. À ce moment-là, on devait payer aux impôts un impôt sur les plus-values. Un impôt sur les plus-values, bien sûr. Assez conséquent d'ailleurs. Tout à fait. Et là, il a été décidé que si l'argent qu'on a reçu est réinvesti pour un autre achat, dans ce cas-là, on pourra repousser le paiement des impôts. Donc, c'est formidable. Ça permettra encore plus d'investissements. Repousser le paiement des impôts repousser. Oui, sauf jusqu'au moment où c'est pas réinvesti. Si vous réinvestissez sans arrêt, oui. On paye jamais les impôts, pas mal. En tout cas, 2026. Bon, maintenant, est-ce que, puisqu'on a beaucoup entendu parler finalement de ces entreprises étrangères qui reculaient en raison de la réforme judiciaire, qui ne voulaient plus investir dans les startups israéliennes, est-ce qu'on a pensé à elles dans cette décision? Tout à fait. Il a été décidé que ces entreprises étrangères, comme je dis, ces fonds-là d'investissement qui prêteraient de l'argent à ces entreprises-là et donc auraient un bénéfice de ça, des intérêts, et auraient dû payer des impôts, n'auront pas besoin de le faire. Et donc, ça permettra justement de drainer de nouveau beaucoup de capitaux et de refaire Israël très, très attractif sur le point de vue mondial de la technologie. Donc, vous avez entendu, toutes les entreprises étrangères qui veulent investir dans les startups sont exemptées d'impôts. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour vous. Voilà. On continue avec une nouvelle, alors là, plutôt bizarre, mais bon, c'est ainsi. La fausse monnaie circule en Israël. Que s'est-il passé, Daniel? Oui, c'est un signe des temps, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'inflation et les gens ont du mal à terminer les mois, malheureusement, il y a ce phénomène de la fausse monnaie qui se répand beaucoup en Israël et la presse financière lance des messages d'avertissement à ce sujet. Je dirais d'abord comment c'est venu. Il y a quelques jours de cela, un présentateur à la télé a dit que sa belle-mère, quand elle faisait ses courses au canyon à Sharon, elle a pris de l'argent dans le Caspomat et elle s'est aperçue que c'était de l'argent qui était faux. Incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est un Caspomat d'une banque ou ce qu'on appelle ATM, vous savez, des gens qui mettent, mais quoi qu'il en soit, on est étonné que les gens qui ont fait ça n'aient pas vérifié. Alors, non, mais il n'y a pas de contrôle avant, que ça arrive jusque dans une Caspomat. C'est quand même incroyable. Exactement. Ce que je dis pour bien souligner là, si ça vous arrive, malheureusement, immédiatement, aller à la banque et rendre l'argent et puisque vous dites voilà, j'ai trouvé dans sa carte de Caspomat et immédiatement la banque vous remboursera et vous donnera l'argent comme il le faut. Est-ce qu'il faut aller à la police porter plainte? Alors,
Maintenant, lorsque c'était pas une banque, mais vous avez ça dans un super, dans la rue ou n'importe quoi, et vous vous rendez compte que vous avez un billet qui est faux ou une pièce qui est fausse, immédiatement aller à la police, parce que, en vérité, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est des organisations très puissantes qui sont autour de vouloir répandre cette fausse monnaie en Israël, et surtout ce qu'on appelle la mafia en Israël. Et donc, la police a énormément besoin de l'aide des citoyens pour savoir d'où ça vient, etc. Et donc, de pouvoir mettre la main sur ceux qui organisent ça. Ils y arrivent parfois. C'est des fois en Israël, c'est des fois chez nos cousins ou dans les territoires, dans les parties arabes d'Israël. Quoi qu'il en soit, c'est très important d'aller à la police pour le faire savoir. Ce qu'on a remarqué, 2 choses, c'est que certains super, malheureusement, participent à ça parce que il y en a qui ont commandé des camions entiers de fausses monnaies de 10 shekels. Ça vaut, au lieu de valoir 10 shekels, elle valait 2 shekels. Bien entendu, c'est pas trop cher de faire... Comment commander des camions entiers de fausses monnaies? Ça veut dire quoi? C'est un trafic organisé? Un trafic organisé, tout à fait comme vous le dites. Ça a été, la police, heureusement, a mis la main dessus. Et surtout, ça concerne à ce moment-là tout le monde. C'est sur Internet qu'on a remarqué, sur les réseaux sociaux, que Facebook en particulier, il y avait des publicités qui disaient vous pouvez vous acheter de la fausse monnaie pour beaucoup moins cher que ce que ça vaut. Et il y a eu justement de la presse une demande officielle sur Facebook, et Facebook en tout cas elle a retiré ces pubs mensongères, quoi. Voilà. En tout cas pas mensongères, mais condamnables. Ouais. On continue maintenant une information alors là qui a défrayé la chronique en Israël. C'est un assureur israélien qui a été condamné, et pourtant, a priori, il n'y avait pas vraiment de raison, mais la justice en a décidé autrement. Oui, effectivement. C'est une décision de justice récente qui dit la chose suivante. Il y avait une dame qui, en 2008, c'était il y a longtemps, s'était fait assurer auprès de Migdal par l'assureur dans la boîte où elle travaillait pour ce qu'on appelle Bitoire Menalim, c'est-à-dire une sorte de retraite. Il y a 2 systèmes de retraite en Israël. Il y a Bitoire Menalim et Keren Pensia, la caisse de retraite. Maintenant, il y a beaucoup moins de Bitoire Menalim. En ce qui concerne Bitoire Menalim, il avait comme intérêt de pouvoir être ce qu'on appelle comme un tailleur. Ça veut dire que c'était un contrat entre vous et la boîte, et vous pouvez décider quelle clause ou pas ne pas prendre. Et elle, dans son contrat qu'elle avait fait, elle n'avait pas pris la clause de devoir payer aussi pour ce qu'on appelle incapacité de travail. Et malheureusement, quelques années après qu'elle avait pris cette retraite-là, qu'elle cotisait, elle est tombée malade pendant 1 an et demi. Et donc, elle a voulu récupérer l'argent de Migdal. Et Migdal lui a dit, moi, je vois pas que tu as signé pour là-dessus, je peux pas te donner l'argent. Ouais, tu n'as signé que pour ta retraite en tant que Bitoire Menalim, mais tu n'as pas signé une assurance incapacité de travail, donc tu n'as droit à rien. Voilà. Apparemment, c'est logique. Oui, tout à fait. Mais... Et donc, la justice, elle a accepté cette décision de justice, mais elle a un problème d'assurance de mon assureur, qui, lui, ne m'a pas prévenu de cela. Et moi, je lui ai fait confiance puisqu'il travaillait dans ma boîte, et il aurait dû m'expliquer ce qu'il faut, je dois faire ou pas. Et je ne me rappelle pas qu'il m'ait parlé du tout de cette clause d'incapacité de travail. Sinon, je l'aurais bien entendu signer, j'aurais payé ce qu'il faut pour ça. Et après, le juge a accepté sa version. Ouais. Après de longues sessions de procès, et a décidé de faire payer à l'assureur 100 000 shekels, dont les frais de l'avocat qu'elle a dû prendre pour ça. Donc c'est important parce que peut-être, en tout cas cette décision fait jurisprudence, et peut-être que certains ont signé des assurances sans incapacité de travail, ont eu un problème. Donc c'est bon, grâce à vous, de savoir qu'on peut vérifier, et pourquoi pas faire appel aussi et obtenir peut-être des dommages et intérêts comme cette dame. En tout cas, merci Daniel pour toutes ces précisions. Tout à fait, merci. Un plaisir de vous retrouver chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao.